nous avons créé une coordination que nous appelons la coordination santé libre. Elle regroupe les collectifs de médecins, de soignants et de scientifiques qui ne partagent pas la gestion sanitaire actuelle. On représente, entre autres, plus de 30 000 médecins, autant de soignants et plus de 100 000 citoyens. Je vais donner la parole à chaque personne individuellement pour qu'elle se présente très rapidement et nous reprendrons point par point les éléments que nous avons travaillés toute la journée sur différents thèmes et les résolutions que nous avons adoptées. Claire Delval, je suis médecin généraliste de terrain, médecin de premier recours, comme on dit aujourd'hui, et je m'exprime aujourd'hui pour le collectif Réinfo Covid en l'absence de leur porte-parole habituel qui est Louis Fouché. Bonjour, je m'appelle Claude Escarguel, j'étais microbiologiste hospitalier et je suis le porte-parole du collectif de médecins Asie Trop d'Hospitalisation et aussi je suis au conseil d'administration d'une association de malades Covid long qui s'appelle l'UPGCS. Gérard Guillaume, je suis rhumatologue et je suis ici en tant que représentant du groupe Bon Sens. Je suis Violaine Guérin, je suis endocrinologue et gynécologue médicale et je suis ici en tant que représentatrice du collectif Laissons les médecins prescrire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Martine Vonner, médecin psychiatre et parlementaire à l'Assemblée nationale, élue en Alsace. Et je suis notamment cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire. Je suis Alain Houpert, je suis médecin radiologue. Je suis parlementaire, comme Martine, mais au Sénat. Je suis élu sénateur de Côte d'Or, donc de Bourgogne. Et je suis aussi, comme Martine, cofondateur de Laissons-les prescrire. Éric Ménage, je suis médecin généraliste, médecin de premier recours comme Claire. Je suis ici représentant de l'EMSIB, l'association internationale médicale indépendante et bienveillante, qui s'occupe beaucoup des questions à la fois de santé et de législation. Voilà, donc je reprends la parole pour vous annoncer la première résolution que nous avons prise. Mais avant tout cela, je vais vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêts. La première résolution que nous avons prise est la création d'un conseil scientifique indépendant. Nous n'allons pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Vous aurez beaucoup plus d'informations dans les jours à venir puisque nous ferons une conférence de presse beaucoup plus élargie qui va détailler un certain nombre de résolutions que nous vous annonçons aujourd'hui. Je passe la parole à Martine Vonner. En tant que parlementaire, je garde également, à côté de mon activité de députée, une activité clinique de psychiatre dans une structure médico-sociale. Et je tenais à vous confirmer que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni aucun lien d'intérêt avec un quelconque laboratoire. La situation que les Françaises et les Français connaissent aujourd'hui est celle d'un état d'urgence sanitaire qui dure depuis début mars 2020 et qui, aujourd'hui, par des mesures transitoires, est prolongé de fait jusqu'au 31 mars. On sait d'ores et déjà que cet état d'urgence sanitaire, ça a été annoncé par le Premier ministre Jean Castex, va être à nouveau discuté à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat pour être revoté et nous aurons des mesures transitoires d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, toute la population française va à nouveau, pendant toute l'année 2021 comme quasiment toute l'année 2020, être soumise à des décisions unilatérales de l'exécutif, puisque dans le cadre d'un état d'urgence, les deux chambres parlementaires ne servent quasiment à rien. L'état d'urgence permet de prendre des décisions telles que les différents confinements successifs, mais également, vous savez que de plus en plus, là, ces derniers temps, on a des départements qui repassent à des couvre-feux de 20h à 18h. Donc, les citoyens français n'ont plus la liberté de circulation.
la liberté d'entreprendre, et cela devient extrêmement grave par rapport à l'économie, et toute cette privation de liberté a absolument des impacts catastrophiques, et en tant que psychiatre, je peux vous dire que l'impact psychique de nos concitoyens est particulièrement mis à mal. Donc, il est urgent, et dans ce cadre-là, en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale, j'ai déposé un projet de résolution pour supprimer cet état d'urgence sanitaire. L'impact, en effet, social est énorme, et il faut pouvoir aujourd'hui permettre à nouveau à nos concitoyens de pouvoir accéder librement aux soins, de permettre également aux médecins de première ligne et à tous les médecins la liberté de prescription, et de permettre aussi, encore une fois, à nos concitoyens, par rapport à cette stratégie vaccinale qui est mise en marche par le gouvernement, de pouvoir choisir librement de se vacciner ou non, sans passer par ce que je vais qualifier d'extorsion à la liberté de vaccination. Mais il faut vraiment que chacun puisse décider, y compris les personnes âgées, quel que soit l'endroit, ou à domicile ou en structure, de la liberté d'être vacciné ou non, avec un véritable consentement éclairé. Et on y reviendra sans doute, ce fameux décret qui a été publié par le gouvernement juste la veille de Noël, qui limite aussi l'expression des médecins. Donc c'est extrêmement préoccupant, puisqu'on sent à la fois qu'il y a une mise sous cloche de tous les citoyens, à la fois sur la liberté de circulation, la liberté d'accès aux soins, mais aussi la liberté d'expression. Et cela devient extrêmement préoccupant. Merci Martine. Nous vous annonçons la troisième mesure, qui est la création d'une cellule stratégie thérapeutique. Plusieurs cellules vont être annoncées. Il ne s'agit pas de faire des usines à gaz. Ce sont des cellules qui doivent travailler extrêmement rapidement pour faire des recommandations. Ça va être des questions de jours. Tout ceci sera collégial, bien entendu. Donc je passe en premier la parole à Éric Menat. À l'EMSIB, avec le docteur Vincent Reliquet, qui est un des responsables de l'association, nous avons déjà publié un article dès mai 2020 pour rappeler la place, l'importance de la prévention, qui passerait par la vitamine D, par le zinc, par la vitamine C et par d'autres approches complémentaires, en fonction du médecin que chaque patient aura la liberté de choisir et de consulter. Mais il est important que la population n'attende pas le vaccin qui arrive petit à petit et sur lequel nous reviendrons plus tard pour faire de la prévention. Nous savons que dans les EHPAD, il y a des carences en vitamine D. Nous savons que beaucoup de Français sont carencés en vitamine D. Nous savons que le zinc est un antiviral qui permet de réduire les formes graves. Il est dommage, et nous regrettons depuis déjà des mois, qu'il n'y ait pas de recommandation officielle, ce qui permettra à tous les médecins peut-être de prescrire beaucoup plus ces produits de prévention. Donc, ça fera partie des recommandations que notre conseil scientifique indépendant pourra faire ensuite au niveau national. Nous espérons être entendus parce que ce sont des mesures de bon sens, ce sont des mesures qui peuvent aider tout le monde sans aucun effet secondaire, en attendant peut-être d'autres approches et un vaccin peut-être suffisamment efficace. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Claude. Et je dois rappeler que je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt parce que c'est la mode en ce moment. Je n'ai effectivement aussi aucun conflit d'intérêt. Et ce que je tiens à vous dire, c'est la chose suivante. C'est que certaines personnes sont accusées du terme de complotisme parce qu'ils se fient sur des croyances sans avoir aucune preuve scientifique. Or, vous avez des indications, des recommandations médicales de la part du gouvernement qui a remplacé les médecins en disant il n'y a pas de traitement, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés. Et si vous avez suivi les recommandations, c'est tester, isoler, tracer, mais ils ont oublié un mot important qui est le mot traiter. Or, par définition, un médecin traite tous ces patients qu'ils doivent avoir. Et vous avez aujourd'hui un paradoxe extraordinaire, c'est que les personnes qui
recommandé de ne pas traiter et qui ont même traité de scandaleux les gens qui ont osé commencer à traiter ont eu la Légion d'honneur. Et inversement, les médecins qui ont traité se retrouvent devant des conseils de l'ordre ou devant des tribunaux, soi-disant pour avoir traité des malades. C'est le monde à l'envers. Comme dirait Bernard-Henri Lévy, ce virus rend vraiment fou. Or, toutes les publications actuelles du monde entier, que ce soit américaines, françaises, grecques, hindoues, constatent que la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de malades infectés, chute à peu près de 50% au minimum suivant les traitements adoptés dans toutes les publications en fonction du traitement ambulatoire précoce. Donc, si vous voulez, il y aura des recommandations sur ce traitement ambulatoire précoce et on s'aperçoit aussi que tous les pays qui ont laissé leurs médecins prescrire ont des taux de mortalité quand même bien inférieurs aux nôtres par rapport aux millions d'habitants. C'est la différence dans la mortalité et la létalité. Il y a plusieurs molécules efficaces, on ne va pas y revenir dessus. Vous avez les macrolides, azithromycine, les macrolides like aussi, l'ivermectine, et les immunomodulateurs comme l'hydroxychloroquine. Et le Conseil citoyen donc éditera 2 ou 3 préconisations pour que chaque médecin puisse adopter un traitement ambulatoire précoce. Et ces efficacités ont été prouvées, mais ont été prouvées par des médecins généralistes. Parce que qui pouvait, ou des médecins de ville, qui pouvaient vraiment valider l'efficacité d'un traitement précoce? Il n'y avait que les médecins généralistes. Or, tous les médecins hospitaliers qui passaient à la télévision, c'était des médecins qui voyaient les malades trop tard. Non plus dans la phase virale, mais dans la phase inflammatoire, où là, le traitement ne sert plus à rien. Donc, si vous voulez, on est dans une situation complètement paradoxale, c'est que les médecins qui sont ici sont inaudibles, ne sont pas convoqués, ne passent pas devant les médias. Et inversement, les seuls qui n'ont jamais vu un malade dans des situations précoces et qui traitent, se retrouvent devant tous les plateaux télé et donnent des leçons de morale à ceux qui traitent. Ça montre juste notre un peu énervement, entre autres de la dernière communication que nous avons entendue jeudi, où de nouveau on donne la recommandation de ne pas consulter et donc de modifier complètement le circuit habituel de soins. Et notre message, en tout cas, bien entendu, sera à tous les citoyens de faire pourtant comme d'habitude. Si vous avez le moindre symptôme, vous prenez votre téléphone ou vous vous présentez à la consultation de votre médecin traitant, parce que c'est fondamental d'être ausculté. Et nous, les médecins de première ligne, on a bien vu que les patients, souvent qui sont allés directement en réanimation, n'avaient même pas été auscultés. Donc, si on ne pose pas un stéthoscope sur un poumon pour entendre que ce poumon ne respire pas bien, alors que justement le paradoxe, c'est qu'il y a très peu d'autres signes d'alerte, eh bien, si on n'ausculte pas les patients, effectivement, on peut très vite finir en réanimation. Donc, appel, bien entendu, gardez vos habitudes, allez voir vos médecins traitants, c'est tout à fait fondamental, mais enfin, on y reviendra. 4e point, et création d'une 2e cellule autour de, c'est ce qu'on appelle la cellule chiffre. Donc, Gérard, la parole sur la cellule chiffre. Donc, un de nos objectifs, c'est d'essayer de faire une analyse avec des statisticiens, avec des gens complètement formés et compétents sur les données de l'INSEE, ce n'est pas sur des données inventées, pour essayer de faire la lumière sur ces décès qui conditionnent en grande partie l'état d'urgence sanitaire dans lequel on vit. Création d'une 3e cellule, la cellule vaccin. Donc je repasse la parole à Eric. Vous savez que le vaccin a été testé pour l'instant exclusivement chez des gens en bonne santé d'âge moyen de 50 ans. Or, pour l'instant, nous vaccinons des gens d'âge moyen de 80 ans en mauvaise santé. Donc, nous prenons un pari sur l'avenir, aujourd'hui, qui est que le vaccin, on espère, sera efficace chez ces gens-là et qu'il ne sera pas dangereux chez ces gens-là. Nous avons vu avec l'Angleterre et Israël que les pays qui vaccinent le plus sont aussi ceux qui se reconfinent en ce moment. Donc ça doit nous poser des questions et on doit observer ces choses-là. Ensuite, on a des vaccins qui sont très difficiles à conserver. On ne sait pas aujourd'hui si une partie des vaccins qui sont injectés contiennent encore de l'ARN messager. Est-ce qu'ils seront efficaces ou pas ? Et par rapport aux chiffres dont Gérard vient de parler, nous aimerions qu'il y ait un recueil
et nous voudrions y participer, qu'il y ait un recueil strict des chiffres autour de la vaccination, c'est-à-dire combien d'effets secondaires, combien éventuellement de morts, et surtout combien de personnes seront malades malgré la vaccination, parce que, évidemment, nous n'avons pas ces chiffres aujourd'hui, encore moins sur une population de personnes âgées. Mais vous avez entendu tous mes collègues, ils ont tous utilisé un mot, le mot liberté, ce merveilleux mot, le premier mot de notre belle devise, et on aimerait que ça ne soit pas juste un mot sur le fronton de nos mairies, on aimerait que ça soit une réalité. Il est essentiel que les gens aient la liberté de choisir, d'utiliser un médicament qui s'appelle un vaccin. Surtout, tant que ce médicament n'est pas suffisamment évalué, il est essentiel qu'on ait une liberté vaccinale absolue dans ce pays, comme on ait aussi la liberté de prescrire, qu'on ait la liberté de faire une prévention autre, complémentaire du vaccin. Et d'ailleurs, on peut penser que l'utilisation de la vitamine D pourrait même augmenter l'efficacité du vaccin si cela peut être prouvé par les études qui viendront. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette cellule vaccin qui sera menée et dirigée par Vincent Ruliquet, membre de l'EMSIB. Création de la cellule suivante que nous intitulons Information des populations. Claire. Il n'a échappé à personne que cette crise sanitaire est également une crise de la communication. On entend régulièrement les gens se plaindre qu'on entend tout et n'importe quoi, tout et son contraire à longueur de journée et qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. On entend des scientifiques qui ont beaucoup de certitudes, des certitudes qui flirtent un peu avec les dogmes, et on entend aussi également beaucoup de doutes sur l'état de nos connaissances actuelles. Donc il est important d'avoir une action de communication. Et pour ça, donc, Réinfo Covid invite les médecins, les citoyens qui cherchent des informations sur cette crise sanitaire à les rejoindre sur réinfocovid.com. La mission de Réinfo Covid, c'est de mettre en place actuellement une coordination de médecins, tant au niveau national qu'au niveau régional, qui va coopérer avec des collectifs également citoyens, de non-soignants, aussi au niveau national et au niveau régional, pour y apporter des réinformations actualisées. Réinfocovid.fr, n'est-ce pas, hein? Voilà. Mais il faut de l'ambition, vous pouvez booker le .com aussi, il n'y a pas de problème. Notre sujet suivant concerne les EHPAD, parce que bien entendu nous sommes extrêmement inquiets de ce qui se passe dans les EHPAD. Je passe le sujet au sénateur Houpert. Merci Violaine, j'espère que tu ne m'as pas donné la parole sur les EHPAD parce que je suis sénateur. Je suis radiologue et les radiologues ont fait partie de la chaîne de diagnostic. Souvenez-vous, au début de cette pandémie, le diagnostic du scanner, les images interstitielles étaient vraiment très importantes et ont permis de trancher, de savoir si on avait le Covid ou on ne l'avait pas parce qu'il n'y avait pas de test. Donc les radiologues ont été sur le front. J'ai beaucoup de collègues qui ont été atteints, qui ont choisi d'être traités et qui s'en sont sortis. Donc de là, chez moi, naît le doute. Et nous sommes tous ici des médecins qui sortent de l'université. Et à l'université, ce qu'on apprend, c'est à douter. Et je suis sénateur, donc je suis élu d'un territoire. Et la France est une mosaïque, elle est peuplée d'EHPAD. Et on évalue la qualité d'une société à la manière dont on traite nos aînés. Martine a parlé de la crise sociale, et la crise sanitaire, mais il va y avoir une crise sociale. Et les personnes âgées ont été vraiment en première ligne. Pourquoi ? Parce que on n'a pas su quoi en faire. On n'avait pas les moyens de les traiter. Souvenez-vous, il y a eu un décret, et c'est la première fois qu'on voit ça depuis Hippocrate. Un gouvernement conseille aux médecins de prescrire des médicaments pour aller vers la sédation, le fameux Rivotril. Et ces personnes âgées ont souffert de l'isolement, ont été isolées. La semaine dernière, je lisais un livre d'Éric Orsena, son dernier livre. Il disait que la pire des choses qui puissent arriver dans l'histoire, c'est d'empêcher
aux personnes âgées en fin de vie de voir leur famille et de dire au revoir. Ces patients ont été, parce que ce sont des patients, ont été dans l'isolement, dans leur chambre. Ils sont morts sans dire au revoir. Et en tant que médecin, en tant qu'élu, en tant qu'homme, ça me choque. J'aimerais qu'on mette un peu plus d'humanité dans la gestion de cette crise sanitaire qui n'est qu'une gestion technocrate et administrative. J'aimerais qu'on nous donne des chiffres des morts en EHPAD, parce qu'il va falloir compter. Il va falloir, après la crise, savoir ce qui s'est passé. Les personnes âgées sont en première ligne puisque ce sont les premiers à être vaccinés. On a parlé beaucoup du consentement éclairé. Et nous souhaitons que le consentement soit libre, éclairé et écrit. Écrit, c'est très important, parce que ça laisse des traces. Et après l'épidémie, il va falloir rendre des comptes. Aussi, que ce consentement soit libre et éloigné de toute coercition. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui ne veuille pas se faire vacciner puisse avoir accès à la cantine, au repas pris en commun, comme les autres pensionniers. J'ai peur qu'on oblige les personnes âgées qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que leurs enfants ne veulent pas, parce qu'ils ne le souhaitent pas, parce qu'ils ont peur. Je ne souhaite pas qu'ils soient isolés dans leur chambre et qu'on renouvelle ce qui s'est passé, l'erreur du passé de cette fameuse première vague. Merci. Je vais vous donner les 2 derniers points sur lesquels nous souhaitons communiquer. Le Conseil de l'ordre des médecins, puisque vous savez que déjà un certain nombre de médecins sont convoqués devant les conseils de l'ordre de façon très inégalitaire, puisque à l'évidence des personnes pendant cette crise ont été non confraternelles et ne sont pas convoquées, et qu'un certain nombre de médecins qui ont été actifs sont convoqués, actifs auprès de leurs patients. Nous voulons rappeler au Conseil de l'ordre des médecins qu'il a quand même 2 rôles majeurs normalement, la protection des patients et la protection du rôle des médecins dans le système de la santé. Ce n'est pas la protection des médecins, mais la protection du rôle des médecins. Donc on aimerait bien leur rappeler ces 2 missions, et nous sommes extrêmement tous étonnés que le Conseil de l'ordre, premièrement, bien entendu, n'ait pas, pendant cette crise, défendu la liberté de prescription, et surtout soit resté totalement silencieux sur ce décret interdisant la parole des médecins, qui est paru donc le 23 décembre, si je ne m'abuse. Donc vous avez d'ailleurs vu que beaucoup de mesures sont parues entre Noël et jour de l'an, enfin pendant les vacances. Et bien nous attendons une réaction très ferme du Conseil de l'ordre par rapport à cette parole libre que nous devons tous garder. Dernier point, les syndicats de médecins qui sont effectivement aussi censés, pour le coup, défendre les médecins et qui ne sont pas très actifs, comme vous pouvez le constater, sur la défense justement de tous nos confrères et consoeurs de terrain en particulier, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour soigner. Et j'ai juste en tête, là, qui me vient à l'esprit, le livre du docteur Epstein qui disait « Je ne pouvais pas les laisser mourir ». Et effectivement, c'est toujours ça qui nous anime. C'est soigner, soutenir les patients au mieux, même avec peu de moyens. Et je rappelle qu'on nous a enlevé énormément de moyens, puisque non seulement nous n'avions pas de tests diagnostiques, mais on nous a aussi supprimé les thérapeutiques et pas mal d'autres de nos moyens. Donc nous appelons les syndicats à revenir sur leur mission première de défense des médecins. C'est ce que nous allons appeler aujourd'hui l'appel du 9 janvier.
Appel très important, appel à nos confrères et consoeurs dont beaucoup ont conscience de ce qui se passe, mais n'osent pas parler parce qu'il y a des menaces de déconventionnement, comme vous avez pu apprendre aussi récemment entre Noël et Jour de l'An, par les autorités de santé. Il y a des menaces par les conseils de l'ordre de convocation et de radiation. Donc on a un certain nombre de confrères et consoeurs qui sont là, qui sont proches, mais à qui on va demander d'être visible, hein, parce que c'est très important que la population sache qu'elle a encore une médecine en France et des médecins qui sont prêts à les soigner. Nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments qui justifient toutes ces contraintes liberticides et l'effondrement de notre société sur le plan social et économique. Et nous allons faire court, mais bien entendu, nous sommes extrêmement inquiets pour notre jeunesse, pour les entreprises, pour beaucoup de monde. Et il est donc temps d'agir et de réagir pour remettre le pays dans la vie.